Donc, vous avez un moment devant vous, vous scellez votre jument et vous partez camper, résuma Steve. Et ensuite? Eh bien, j'ai passé 4 jours dans les monts du cuivre, dit Audrey. J'ai pêché, j'ai pris des photos. La photographie est mon passe-temps favori. De merveilleuses journées. Et puis, il y a 3 jours, je suis revenu. Je suis allé directement chez moi, au nord de la ville. Et qu'est-ce qui vous a fait revenir demanda Steve. La météo ne prévoyait pas du mauvais temps. Non, répondit-elle. J'avais mon petit poste de radio, et on n'annonçait rien d'autre que du beau temps chaud. Oui, c'est aussi ce que j'ai entendu dire, dit Steve. Cette tempête est un mystère total. J'avais une réunion prévue avec Allen Symes, le contrôleur de la compagnie, pour faire le point sur le remplacement des arroseurs et des asperceurs. Il arrivait en avion de l'Arizona. Je devais le retrouver au repère d'Hernando à 9 heures. C'était avant-hier matin. Et voilà, c'est pour ça que je porte cette foutue robe, à cause de la réunion, et parce que Frank Geller m'a dit que Symes n'aimait pas les femmes en jean. Je sais que tout allait bien à mon retour d'excursion, parce que Frank m'a appelé le soir vers 7 heures et m'a dit de porter une robe pour la réunion. Mais qui est Frank Geller demanda Steve. C'est l'ingénieur en chef de la mine, répondit Billingsley. Il est responsable de la remise en activité du puits chinois. Il l'était en tout cas, ajouta-t-il, en adressant à Audrey un regard interrogateur. Oui, dit-elle, il est mort. Il y a 3 jours, réfléchit Marinville à haute voix. Il y a 3 jours, du moins à votre avis, tout allait bien à Désolation. Oui, c'est ça, dit Audrey. Mais quand j'ai revu Franck, il était pendu à un crochet et on lui avait coupé une main. Oh oui, on l'a vu, dit Cynthia en frissonnant. On a aussi vu sa main au fond d'un aquarium. Avant tout ça, reprit Audrey, pendant la nuit, je me suis réveillé au moins 2 fois. La première, j'ai cru que c'était le tonnerre, mais la seconde, on aurait dit des coups de feu. J'ai cru que j'avais rêvé, et je suis retourné dormir, mais ça doit être à peu près le moment où il a commencé. Et puis, je suis allé au bureau de la mine. Au début, raconta Audrey, elle n'avait rien senti de bizarre. Il n'y avait rien d'étonnant au fait que Brad Josephson ne soit pas à son bureau. Il n'y était jamais, s'il pouvait l'éviter. Alors, elle était passée au fond du repère d'Hernando, et là, elle avait vu ce que Steve et Cynthia verraient peu après. Des corps suspendus à des crochets. Apparemment, tous ceux qui étaient venus ce matin-là. L'un d'eux, en cravate à cordelière et bottines, qui aurait ravi un chanteur de country, devait être Alan Symes. Il était venu de Phoenix pour mourir à Désolation. Et si ce que vous dites est juste, continua-t-elle à l'intention de Steve, Entragian a dû avoir d'autres gens de la mine plus tard. Je ne les ai pas comptés, j'avais trop peur pour ne serait-ce que penser à compter, mais il n'y en avait pas plus de 7. Et j'étais paralysé. Il est même possible que j'ai perdu connaissance un moment, je ne peux pas l'affirmer. Et puis j'ai entendu des coups de feu, sans aucun doute possible cette fois, et quelqu'un a crié. Il y a eu d'autres coups de feu, et les cris ont cessé. Audrey était retournée à sa voiture, sans courir. Elle dit qu'elle avait trop peur de céder à la panique si elle se mettait à courir, et elle était allée en ville. Elle avait l'intention de faire une déclaration auprès de Jim Reed si elle le trouvait. Ou bien, si Jim n'était pas au bureau, comme c'était souvent le cas, de parler à ses adjoints Entragian ou Pearson. Je n'ai pas couru jusqu'à la voiture, reprit-elle, et je n'ai pas roulé vite, mais j'étais tout de même en état de choc. Je me rappelle avoir cherché des cigarettes dans la boîte à gants, alors que je ne fume plus depuis 5 ans. Et puis j'ai vu 2 personnes qui couraient au croisement, vous savez, sous le feu de signalisation. Ils hochèrent la tête. La nouvelle voiture de patrouille fonçait derrière elle. C'était Entragian qui conduisait, mais je ne le savais pas encore. Il y a eu 3 ou 4 coups de feu, et les personnes pourchassées sont tombées sur le trottoir, l'une devant l'épicerie, l'autre juste après. Il y avait du sang, beaucoup de sang. Je n'ai pas ralenti, j'ai passé le croisement en direction de l'ouest, et très vite j'ai entendu d'autres coups de feu. Je suis presque sûr aussi de l'avoir entendu crier « Youhou !» Je voulais aider les blessés, si je pouvais. J'ai continué un peu plus loin, je me suis égaré, et je suis sorti de ma voiture. C'est sans doute ce qui m'a sauvé la vie, parce qu'Antragian tirait sur tout ce qui bougeait, n'importe qui, et n'importe quoi. Enfin, tout. Il y avait des voitures et des camions arrêtés dans la rue, comme des jouets. Tous avaient fini leur course en zigzagant, il y en avait bien une douzaine. Un camion El Camino s'était renversé devant la quincaillerie. Je crois que c'était celui de Tommy Ortega. Il considérait presque ce camion comme sa maîtresse.
Mais je n'ai rien vu de tout ça, dit Johnny. La rue était dégagée quand il m'a amené. Oh, ce fils de pute cache bien son jeu, dit Audrey. Il faut le reconnaître. Il ne voulait pas que des gens arrivent en ville et se demandent ce qui s'était passé. Il n'a guère fait plus que balayer la poussière sous le tapis, mais ça fera illusion un moment, surtout avec cette foutue tempête. Qui n'avait pas été annoncée, dit Steve d'un air songeur. Oui, très juste, dit Audrey, qui n'avait pas été annoncée. Et après demanda David. Eh bien, j'ai couru jusqu'aux personnes qui l'avaient abattu, reprit Audrey. L'une d'elles était Evelyn Schoenstack, la coiffeuse qui travaille aux ciseaux et bouclettes et aussi à la bibliothèque à temps partiel. Elle était morte, sa cervelle étalée sur le trottoir. Marie grimaça, Audrey le vit et se tourna vers elle. C'est une chose qu'il ne faut pas oublier. S'il vous voit et décide de vous tuer, c'est fini. Elle les regarda tous, comme pour s'assurer qu'ils ne pensaient pas qu'elle plaisantait, ou qu'elle exagérait. C'est un tueur, ajouta-t-elle, et il veut tuer. Oh, mais on ne l'oubliera pas, dit Steve. L'autre personne était un livreur, reprit Audrey. Il portait l'uniforme de Tasty Cake. Un Tragan l'avait touché à la tête, lui aussi, mais il était encore en vie. Audrey parlait avec un calme qui n'était pas étranger à Johnny. Il l'avait connu au Vietnam après une demi-douzaine de combats. Il l'avait connu en tant que non-combattant, bien sûr, carnet de notes dans une main, stylo dans l'autre, et magnétophone à l'épaule, orné du symbole de la paix. Il regardait, écoutait, prenait des notes et se sentait étranger. Il se sentait jaloux. Les pensées amères qui avaient traversé alors son esprit, eunuque dans le harem, pianiste dans le bordel, lui semblèrent insensées. Quand j'ai eu 12 ans, mon père m'a offert une 22, continua Audrey. La première chose que j'ai faite a été de sortir de notre maison à Sedalia et de tirer sur un jet. Quand je me suis approché, il était encore vivant, lui aussi. Il tremblait de tout son corps, les yeux fixes. Son bec s'ouvrait et se refermait très lentement. Jamais de ma vie je n'ai autant souhaité revenir en arrière. Je me suis agenouillé près de lui et j'ai attendu que ce soit terminé. Je lui devais bien ça. Il a continué à trembler, et puis il a fini par mourir. Le livreur de chez Tasty Cake tremblait de la même façon. Il regardait la rue derrière moi, alors qu'elle était vide, et son front se couvrait de gouttelettes de sueur. Sa tête était informe, et il y avait une matière blanche sur son épaule. Je me suis bêtement dit d'abord que c'était des billes de polystyrène. Vous savez, comme on en met dans les paquets pour poster quelque chose de fragile. Et j'ai vu que c'était des éclats d'os, de son crâne. Oh, je ne veux pas en entendre davantage, dit brusquement Ralph. Oh, je vous comprends, dit Johnny, mais je crois que nous devons savoir. Pourquoi le gamin et vous n'iriez pas visiter le reste du cinéma pour voir si vous trouvez quelque chose d'intéressant? Ralph hocha la tête, se leva et s'approcha de David. Non, dit David, il faut qu'on reste. Ralph le regarda d'un air hésitant. Je suis désolé, mais il le faut, insista David. Ralph resta debout un moment, puis se rassit. Pendant cet échange, Johnny observa Audrey. Elle regardait l'enfant avec une expression de crainte admirative, comme si jamais elle n'avait vu de créature semblable. Puis il pensa aux crackers sortant de ce sac comme des foulards d'un chapeau, et se demanda si aucun d'entre eux avait jamais connu de créature comme David Carver. Il pensa aux barres de transmission de son téléphone et à Billingsley, disant que même Houdini n'aurait pu le faire à cause de sa tête. Il se concentrait sur les busards, les araignées et les coyotes, les rats qui sortaient de piles de pneus et les maisons remplies de serpents à sonnettes. Il se concentrait surtout sur Entragian, qui parlait des langues inconnues et tirait comme un Buffalo Bill. Mais David, qu'était-il exactement? Continuez, Audrey, dit Cynthia, en montrant David du menton. Sauf que, peut-être, vous pourriez, enfin, vous savez, rétrograder de XXX à tout public. Audrey la regarda un moment, sans paraître comprendre, puis elle rassembla ses esprits et continua. Oui, donc, j'étais à genoux devant le livreur, essayant de réfléchir à ce que je pouvais faire. Rester avec lui ou courir appeler à l'aide, quand il y eut d'autres cris et d'autres coups de feu dans Cotton Street. Un bruit de verre brisé aussi, et du bois fracassé avant le tintement assourdissant d'un objet en métal. La voiture a repris sa course, je me suis dit. Et il me semble que je n'ai rien entendu d'autre pendant 2 jours que cette voiture en train de rugir. Il en est sorti, et j'ai entendu qu'il venait dans ma direction. Je n'ai eu qu'une seconde pour réfléchir,
Mais je ne crois pas que j'aurais fait autre chose si j'avais eu plus de temps. Je me suis enfui. Je voulais retourner à ma voiture et partir, mais j'ai compris que c'était trop tard. Trop tard même pour faire le tour du pâté de maison et disparaître avant son arrivée. Alors je suis entré dans l'épicerie, chez Worrell. Wendy Worrell gisait morte près de la caisse. Son père, le propriétaire et boucher, était assis dans le petit bureau, une balle dans la tête. Il était torse nu. Il devait être en train de se changer pour mettre son tablier quand c'est arrivé. Oui, Hugues commence à travailler très tôt, dit Billingsley, bien plus tôt que le reste de sa famille. Mais Entragian n'arrête pas de revenir pour vérifier, reprit Audrey, d'une voix à la fois légère et hystérique. C'est ce qui le rend si dangereux. Il revient sans arrêt pour vérifier. Il est fou et n'a aucune pitié, mais il est aussi très méthodique. C'est vraiment un malade, dit Johnny. Quand il m'a amené, il se vidait de son sang il y a déjà 6 heures. Si ça a continué à ce rythme-là. Et il haussa les épaules. Oh, ne vous laissez pas avoir, dit Audrey dans un murmure. Johnny comprit ce qu'elle suggérait. S'il savait, d'après ce qu'il avait vu de ses propres yeux, que c'était impossible, il savait aussi que le dire serait perdre sa salive. Mais poursuivez, dit Steve. Alors, après. J'ai essayé d'utiliser le téléphone du bureau de M. Worrell, reprit Audrey. Il n'y avait pas de tonalité, et je suis resté presque une demi-heure dans l'arrière-boutique. La voiture est passée 2 fois pendant ce temps, une fois dans Main Street, une autre derrière, probablement dans Mesquite Street ou Cotton Street à nouveau. Et il n'y a plus eu de coup de feu. Je suis monté à l'étage, où vivent les Worrell, pensant que peut-être le téléphone fonctionnait encore à l'appartement. Mais non. Madame Worrell et le gamin, Merthe, je crois, étaient morts eux aussi. Elle se trouvait dans la cuisine, la gorge tranchée. Le petit était toujours au lit. Il y avait du sang partout. Je suis resté un moment à la porte de sa chambre, à regarder les posters de musiciens de rock et de joueurs de basket, et j'ai à nouveau entendu la voiture passer, très vite, en accélérant. Je suis descendu par derrière, mais une fois en bas, je n'ai pas osé ouvrir la porte. Je l'imaginais, tapis sous le porche, en train de m'attendre. Je venais de l'entendre passer, mais j'imaginais quand même qu'il me guettait. J'ai décidé qu'il valait mieux que j'attende la nuit. Alors je pourrais reprendre la voiture, peut-être. Je ne pouvais pas en être sûr, parce qu'il était si imprévisible. Il ne circulait pas toujours dans Main Street, et je ne pouvais pas toujours l'entendre. Quand je me disais qu'il était peut-être parti, qu'il avait gagné les collines, il revenait, comme un lapin jaillissant du chapeau d'un magicien. Mais je ne pouvais pas rester dans le magasin. Le bruit des mouches me rendait folle pour commencer, et il y faisait trop chaud. En général, la chaleur ne me gêne pas. Il vaut mieux quand on vit au centre du Nevada, mais je ne cessais de penser que je les sentais. Alors j'ai attendu de l'entendre tirer quelque part, près du garage, du Mount Street, aussi loin à l'est que vous pouvez aller sans sortir du village, et je suis parti. Sortir du magasin et me retrouver sur le trottoir a été une des choses les plus difficiles que j'ai faites de ma vie. Comme un soldat qui s'élance à découvert. Au début, je n'arrivais pas du tout à bouger, je restais figé où j'étais. Je me souviens que je me disais que je devais marcher, que je ne devrais pas courir, parce que ça entraînerait un sentiment de panique, que je devais marcher. Sauf que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, j'étais comme paralysé. Et puis, je l'ai entendu revenir. C'était étrange, comme s'il m'avait senti, comme s'il avait senti la présence de quelqu'un, en tout cas, qui évoluait en ville quand il avait le dos tourné. Comme s'il jouait à un nouveau jeu d'enfant, où on doit tuer les perdants au lieu de les renvoyer dans le camp des prisonniers. J'entendais le moteur. Il est si sonore quand il accélère, si puissant, si fort. Même quand je ne l'entends pas, j'imagine que je l'entends. Vous voyez? C'est comme un chat qui se met comme un chat sauvage en chaleur. J'entends ça qui vient vers moi, et je n'arrive toujours pas à bouger. Je ne pouvais que rester planté là, à l'écouter se rapprocher. J'ai pensé au livreur de chez Tasty Cake, et je l'ai vu trembler comme le jet que j'avais abattu quand j'étais enfant, et c'est ce qui m'a mis en route. Je suis entré dans la laverie, et je me suis jeté par terre à l'instant même où il passait. J'ai entendu d'autres cris au nord, mais je ne sais pas de quoi il s'agissait, parce que je ne pouvais pas regarder, je ne pouvais même plus me lever. J'ai dû rester là, sur ce carrelage, pendant presque 20 minutes, vous imaginez? Je peux dire que j'avais dépassé le stade de la peur, mais je ne peux pas vous expliquer ce qui se passe dans la tête quand on est dans cet état. J'étais par terre, avec pour tout spectacle des moutons de poussière et des mégots de cigarettes, et je pensais que même au ras du sol, on savait qu'on était dans une laverie à cause de l'odeur
et parce que tous les mégots portaient des traces de rouge à lèvres. J'étais là, et je n'aurais pas pu bouger, même si je l'avais entendu arriver. Je serais resté par terre, jusqu'à ce qu'il pose le canon de son arme contre ma tempe, et... Oh non, non, dit Marie en grimaçant. Ne le dites pas. Mais je ne peux pas arrêter d'y penser, cria Audrey. Son cri pénétra dans les oreilles de Johnny, plus profondément qu'aucun mot qu'elle avait prononcé. Elle fit un effort visible pour se contrôler et continua. Ce qui m'a fait bouger, c'est le bruit d'autres gens dehors. Je me suis mis à genoux et j'ai rampé jusqu'à la porte. J'ai vu 4 personnes de l'autre côté de la rue, devant le bar du hibou. 2 Mexicains, le fils Escola, qui travaille sur le broyeur à la mine, et sa petite amie. Je ne connais pas son nom, mais elle a une mèche blonde dans ses cheveux. Naturelle, j'en suis presque sûr, et elle est très jolie. Elle était très jolie. Il y avait aussi une autre femme, assez forte, que je n'avais jamais vue auparavant. L'homme qui l'accompagnait est un de vos partenaires de billard à la shop, Tom. C'est Flip quelque chose. Flip Moran, dit Bill Ixley. Vous avez vu le flipper? Oui, dit Audrey. Ils avançaient de l'autre côté de la rue, essayant d'ouvrir des voitures, cherchant des clés. J'ai pensé à ma voiture, et je me suis dit que nous pourrions tous y monter, et j'ai commencé à me lever. Ils traversaient la ruelle, entre l'ancien restaurant italien et le tambour crevé, quand Entragan a surgi dans sa voiture. C'était comme s'il les attendait, et il les attendait probablement. Il les a tous heurtés de plein fouet, mais je crois que votre ami Flip a été le seul tué sur le coup. Les autres ont juste oscillé comme des quilles que la boule n'a pas réussi à renverser. Ils se sont soutenus les uns et les autres pour ne pas tomber, et ils se sont mis à courir. Le jeune Escola tenait son ami par la taille. Elle pleurait en serrant son bras contre sa poitrine. Il était cassé, c'était visible. On aurait dit qu'il avait une articulation de plus au-dessus du coude. La femme plus âgée avait le visage en sang. Quand elle a entendu Entragan arriver derrière eux, avec son gros moteur si puissant, elle s'est retournée et elle a levé les mains comme si elle était un agent de la circulation. Il conduisait de la main droite, le buste sorti par la fenêtre comme un conducteur de locomotive. Il a tiré 2 fois sur elle avant de lui passer dessus avec la voiture. C'est la première fois que je l'ai bien vu, la première fois que j'ai su avec certitude à qui j'avais affaire. Elle les regarda l'un après l'autre, comme pour mesurer l'effet de ses paroles sur chacun d'eux. Et il souriait et il riait, comme un gosse qui arrive à Disney World. Il était heureux, vous savez, heureux. Audrey était restée accroupie contre la porte de la laverie, regardant Entragan pour chasser en voiture le jeune Escola et son ami dans Main Street vers le nord. Il les avait rattrapés et les avait écrasés, comme la vieille femme. C'était facile de les avoir tous les deux d'un coup, dit-elle, parce que le garçon essayait d'aider la jeune fille et que tous deux couraient ensemble. Quand ils ont été par terre, Entragan s'est arrêté et il a reculé pour repasser lentement sur eux. Il n'y avait pas de vent, et elle avait entendu très clairement le bruit de leurs os qui se brisaient. Il est sorti de la voiture et il s'est agenouillé près d'eux. Il a logé une balle dans la nuque de la fille, puis il a retiré au garçon son chapeau qui n'était pas tombé, et il lui a aussi tiré une balle dans la tête. Et puis il a remis son chapeau. Si je survis, c'est une image que je n'oublierai jamais. La façon dont il a retiré le chapeau du gamin pour le tuer, et dont ensuite il le lui a remis. C'était comme s'il voulait leur dire qu'il comprenait combien c'était dur pour eux, et leur témoigner le maximum d'égards. Entragan s'était levé, avait marché en rond en rechargeant son arme, semblant regarder partout à la fois. Audrey dit qu'il arborait un grand sourire idiot, et Johnny savait de quoi elle parlait. Il l'avait vu. Et curieusement, il lui sembla même qu'il avait vu tout ce qu'elle racontait, comme en rêve, dans une autre vie. C'est seulement ce vieux Cosmic Blues du Vietnam qui revient, se dit-il. La façon dont elle avait décrit le flic lui rappelait certains soldats complètement imbibés avec lesquels il s'était trouvé parfois. Et les histoires qu'on racontait à voix basse tard le soir, des récits de types qui avaient vu des types, leurs propres copains, faire des choses terribles, inavouables, avec cette même expression de joie immaculée sur le visage. C'est le Vietnam, c'est tout, qui te revient comme sous l'effet de la drogue. Mais était-ce bien tout? Au fond de lui, il avait des doutes. Tout au fond de lui, il sentait qu'il se passait autre chose ici, quelque chose qui n'avait que peu ou rien à voir avec les souvenirs dérisoires d'un romancier qui s'était nourri de la guerre comme un busard d'une charogne, et avait écrit dans la foulée exactement le genre de mauvais livre qu'un tel comportement entraîne à coup sûr.
Bon, d'accord. Alors, si ce n'est pas toi, qu'est-ce que c'est? Il n'en savait rien, et il n'était pas certain de vouloir le savoir. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Demanda Steve. Je suis allé dans l'arrière-boutique de la laverie en rampant, et quand je suis arrivé, je me suis recroquevillé sous le bureau à la place de la chaise, et je me suis endormi. J'étais épuisé. D'avoir vu tout ça, tous ces morts, ça m'avait épuisé, mais je dormais d'un sommeil léger. J'entendais toujours ce qui se passait, des coups de feu, des explosions, des bris de verre et des cris. Je ne peux pas dire quelle part de tout ça était vraie et quelle part n'existait que dans ma tête. Mais quand je me suis réveillé, c'était la fin de l'après-midi et j'étais toute courbattue. Au début, j'ai cru que j'avais rêvé, que j'étais encore en train de camper. Et puis j'ai ouvert les yeux et j'ai vu où j'étais, recroquevillé sous le bureau où je sentais la lessive et l'eau de javel. Et je me suis rendu compte que j'avais une terrible envie de pisser. Mes deux jambes étaient engourdies. Je me suis contorsionné pour sortir de sous le bureau en m'ordonnant de ne pas m'affoler si j'étais un peu coincé. Et c'est à ce moment que j'ai entendu quelqu'un entrer dans la boutique et que je me suis remis sous le bureau. C'était lui. Je l'ai su rien qu'à sa façon de marcher. Il faisait le bruit d'un homme botté. Il a crié « Il y a quelqu'un ?» Et il est passé dans la travée entre les machines à laver et les sèche-linges comme s'il suivait ma trace. D'une certaine façon, c'était ce qu'il faisait, à cause de mon parfum. J'en mets rarement, mais comme je portais une robe ce jour-là, j'en avais mis, dans l'idée que les choses se passeraient peut-être mieux avec M. Sims. Vous savez ce qu'on dit, les armes des femmes. Elle haussa les épaules, un peu gênée sans doute. Cynthia la regarda sans comprendre, mais Marie approuva de la tête. Et il a dit « Ça sent opium, n'est-ce pas, mademoiselle? C'est opium que vous portez. » Je n'ai rien répondu. Je suis resté sous le bureau, les bras autour de la tête. Et il a continué. Pourquoi ne sortez-vous pas? Si vous sortez, je ferai ça vite. Si je dois vous chercher, je prendrai mon temps. Et je voulais sortir. Vous vous rendez compte à quel point il me tenait? À quel point il m'effrayait? Je pensais qu'il savait que j'étais là, et qu'il allait suivre ma trace, me repérer à l'odeur comme un chien de chasse. Je voulais sortir de sous le bureau et aller vers lui pour qu'il me tue vite. Je voulais aller vers lui, comme les gens de Johnstown ont dû vouloir faire la queue pour qu'on leur donne le poison. Sauf que je ne pouvais pas. J'étais à nouveau paralysé, et je ne pouvais rien faire d'autre que rester là et me dire que j'allais mourir avec cette envie de pisser. J'ai vu la chaise du bureau, je l'avais écartée pour pouvoir me mettre à sa place sous le bureau, et je me suis dit « Quand il verra où se trouve la chaise, il saura où je suis. » C'est à ce moment qu'il est entré dans le bureau pendant que je pensais à ça, et il a demandé « Il y a quelqu'un? Allez, sortez, je ne vous ferai pas de mal. Je veux juste vous interroger sur ce qui se passe. Nous avons un gros problème. » Audrey se mit à trembler, et Johnny supposa qu'elle avait tremblé ainsi pendant qu'elle attendait sous le bureau qu'En Tragan arrive jusqu'à elle, la trouve et la tue. Sauf qu'elle souriait aussi, d'un sourire qu'on avait du mal à regarder. « Vous vous rendez compte à quel point il est fou ?» dit-elle en serrant ses mains sur ses genoux. « Il vous dit que si vous sortez, il vous récompensera en vous tuant rapidement, et une minute plus tard, il dit qu'il veut juste vous poser quelques questions. C'est fou. Mais j'ai cru les deux en même temps. Alors qui est fou, hein? Qui est le plus fou des deux? » Il a fait 3 pas dans la pièce, je crois que c'était 3, assez pour que son ombre se projette sur le bureau et le dépasse, pour qu'elle s'étende du côté où je me trouvais. Je me souviens d'avoir pensé que si son ombre avait des yeux, il pourrait me voir, et il est resté là longtemps. Je l'entendais respirer, puis il a dit « Enculé !» et il est parti. Environ 1 minute plus tard, j'ai entendu la porte sur la rue s'ouvrir et se refermer. Au début, j'ai cru à une ruse. Je le voyais aussi clairement que je vous vois ouvrant la porte et la refermant tout en restant à l'intérieur, à côté du distributeur de doses de lessive, restant là, l'arme au poing, attendant que je bouge. Et vous savez quoi? J'ai continué à le penser, même après qu'il ait fait démarrer la voiture et que j'ai entendu le moteur rugir à nouveau dans les rues, tandis qu'il cherchait d'autres gens à assassiner. Je crois que je serais encore sous ce bureau si je ne m'étais pas dit que si je n'allais pas aux toilettes, j'allais mouiller ma culotte, et ça je ne voulais pas. Pas question. S'il pouvait sentir mon parfum, il sentirait l'urine fraîche plus vite encore. Alors je suis sorti de sous le bureau, et je suis allé aux toilettes, en claudiquant comme une vieille, parce que mes jambes étaient engourdies, mais j'y suis allé.
Audrey parla encore une dizaine de minutes, mais Johnny considéra que c'était là que l'histoire d'Audrey Weiler se terminait, pour l'essentiel, à l'instant où elle boitait jusqu'aux toilettes pour aller pisser. Sa voiture était toute proche, elle avait les clés dans sa poche, mais elle aurait tout aussi bien pu être sur la lune. Elle avait fait plusieurs fois l'aller-retour entre l'arrière-boutique et la laverie. Johnny ne douta pas un seul instant du courage qu'il avait fallu pour se déplacer, même sur cette petite distance. Mais elle n'était pas allée plus loin. Ses nerfs n'étaient pas seulement traumatisés, ils étaient hors d'usage. Quand les coups de feu et le rugissement continuel de ce moteur qui la rendait folle cessaient un instant, elle songeait à tenter sa chance dehors. Mais elle imaginait Anne Tragan la rattrapant, la faisant sortir de la route, l'extirpant de la voiture et l'abattant d'une balle dans la tête. Elle leur dit aussi qu'elle avait été convaincue que de l'aide allait arriver. Forcément. Désolation était à l'écart de la route nationale, oui, bien sûr, mais pas très loin non plus. Et la mine étant sur le point de rouvrir, il y avait beaucoup d'allées et venues. Il y aurait certainement des gens qui viendraient, s'était-elle dit. Elle avait vu plusieurs camions postaux de Federal Express vers 5 heures en revenant de camper. Et pour l'électricité, un autre de Wyckoff County Light and Power la veille vers midi. Tous deux passaient dans Main Street. Elle avait entendu de la musique sortant du camion d'installation électrique. Elle n'avait pas entendu la voiture d'Anne Tragan à ce moment-là, mais 5 minutes plus tard, il y avait eu encore des coups de feu, et un homme avait crié « oh non !» d'une voix aiguë de fille. Avait suivi une autre nuit interminable, où elle ne voulait pas rester, mais où elle n'osait pas tenter une sortie. Elle avait grignoté ce qu'elle avait trouvé dans le distributeur au bout de la rangée des sèche-linges, et bu de l'eau dans le lavabo des toilettes. Et puis une nouvelle journée, tandis qu'Anne Tragan continuait à tourner dans la ville comme un vautour. Elle ne s'était pas rendu compte qu'il amenait des gens en ville pour les coffrer. Ce jour-là, elles étaient uniquement concentrées sur les plans d'évasion, dont aucun ne lui avait semblé assez bon. D'une certaine façon, la laverie était devenue son foyer, un endroit où elle se sentait en sécurité. Un Tragan était venu une fois, il était reparti et il n'avait pas réapparu. Il était possible qu'il ne revienne jamais. Je m'accrochais à l'idée qu'il n'avait pas pu avoir tout le monde, qu'il devait y en avoir d'autres comme moi, dit-elle, qui avaient compris à temps ce qui se passait et avaient pu se cacher. Certains en réchapperaient, ils appelleraient la police. Je n'arrêtais pas de me dire qu'il était plus sage, du moins pour le moment, d'attendre. Puis est arrivé l'orage, et j'ai décidé d'en profiter. Je voulais revenir au bureau de la mine. Il y a un véhicule tout-terrain dans le garage du repère. Oui, on l'a vu, dit Steve. Il tire une remorque pleine d'échantillons de roches. Exact, dit Audrey. Et j'avais prévu de décrocher la remorque et de prendre au nord-ouest jusqu'à la nationale 50. Je savais qu'il y avait une boussole dans l'entrepôt des fournitures et que ça me permettrait de garder le cap même sans visibilité. Bien sûr, je risquais de tomber dans une crevasse ou un fossé, mais ça me semblait un risque mineur après tout ce que j'avais vu. Il fallait que je sorte. De nuit dans une laverie automatique, essayez un peu. Et je me préparais à partir quand vous êtes arrivés. Oui, et j'ai failli vous casser le crâne, dit Steve. Désolé. Elle sourit faiblement, puis les regarda tous une fois de plus. Le reste, vous le savez, dit-elle. Pas d'accord, se dit Johnny Marinville. Son nez recommençait à le faire souffrir. Il avait tellement envie de boire un verre. Mais comme ça aurait été de la folie, pour lui en tout cas. Il sortit le tube d'aspirine de sa poche et avala 2 comprimés avec de l'eau minérale. Je ne crois pas que nous sachions quoi que ce soit, pas encore, pensa-t-il. Bon alors, qu'est-ce que nous savons dit Mary Jackson. Comment sortir de ce bordel? Est-ce qu'on essaie ou est-ce qu'on attend des secours? Pendant un long moment, personne ne répondit. Puis Steve se réinstalla dans le fauteuil qu'il partageait avec Cynthia et il dit « Mais on ne peut pas attendre, pas longtemps en tout cas. »« Pourquoi dis-tu ça » demanda Johnny d'une voix curieusement douce, comme s'il connaissait déjà la réponse à la question. « Parce que quelqu'un aurait dû s'échapper, atteindre un téléphone hors du village et débrancher la machine à tuer, » dit Steve. « Et personne ne l'a fait. Même avant que la tempête se lève, personne ne l'a fait. Il se passe ici quelque chose de très puissant, et je crois que compter sur une aide extérieure nous serait fatal. Nous ne devons compter que sur nous, et il faut que nous sortions d'ici le plus vite possible. C'est mon avis. »« Moi, je ne partirai pas avant d'avoir découvert ce qui est arrivé à ma maman, » dit David. « Mais tu ne peux pas dire ça, mon garçon, » dit Johnny. « Mais si, je le peux, et je le ferai. »« Non, dit Billingsley,
d'une voix qui incita David à lever la tête. Pas quand d'autres vies sont en jeu, pas alors que tu es spécial comme tu es. On a besoin de toi, mon garçon. C'est pas juste, murmura David. Non, admit Billingsley, avec un visage de pierre. C'est pas juste. Ça n'aidera pas ta mère si toi et nous mourrons en essayant de la trouver. En revanche, si on arrive à sortir d'ici, on pourra revenir avec de l'aide. C'est vrai, dit Ralph d'une voix caverneuse, presque malade. Non, c'est pas vrai, dit David. C'est de la merde, c'est tout. David, dit Ralph. L'enfant les regarda, tournant vers chacun d'eux son visage que la colère rendait farouche, que la peur déformait. Pas un d'entre vous ne s'inquiète pour ma mère, pas un seul. Et pas même toi, papa. Mais ce n'est pas vrai, dit Ralph. Et c'est très cruel de ta part. Oui, mais c'est quand même la vérité, le coupa David. Je sais que tu l'aimes, mais tu es prêt à la laisser parce que tu la crois morte. Il fixait son père, et quand Ralph baissa les yeux sur ses mains, des larmes s'écoulant de ses yeux gonflés, David se tourna vers le vétérinaire. Et je vais vous dire une bonne chose, monsieur Billingsley. Le fait que je prie ne signifie pas que je sois un magicien. Prier, ce n'est pas de la prestidigitation. En matière de magie, je ne connais que 2 tours de cartes, et que je rate en général. David, tenta Steve. Si on part et qu'on revient, reprit David, il sera trop tard pour la sauver. Je le sais. Ces mots résonnèrent dans la salle de cinéma comme une tirade d'acteurs, puis moururent. Dehors, le vent, indifférent, soufflait toujours. David, il est probablement déjà trop tard, dit Johnny, d'une voix assez ferme, mais sans pouvoir vraiment regarder l'enfant. Ralph poussa un soupir. Son fils s'approcha et s'assit contre lui en lui prenant la main. Le visage de Ralph était altéré par la fatigue et la confusion. Il avait l'air tellement vieux. Steve se tourna vers Audrey. « Vous avez dit que vous connaissiez une autre route ?»« Oui, dit Audrey. Le grand terrassement qu'on voit en arrivant est la face nord du puits qu'on a rouvert. Une route monte jusqu'au sommet, puis redescend à l'intérieur. Il y en a une autre qui repart de là, vers la nationale 50, à l'ouest. Elle longe la rivière Désolation, qui est à sec maintenant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, Tom ?» Tom hocha la tête. « Oui, cette route, dit-il, la route de la rivière Désolation, part du garage. Il y a plein de véhicules tout-terrain et des véhicules à chenilles à cet endroit. Le plus gros ne peut transporter que 4 personnes en toute sécurité, mais on pourrait y attacher une remorque vide pour les 3 autres. » Steve, qui avait derrière lui 10 années de chargement et de déchargement, de décisions rapides et de fuites en catastrophe, rendues souvent nécessaires par la combinaison de salcons de Rockers et d'hôtels 4 étoiles, Steve avait attentivement écouté ses explications. « D'accord, dit-il, voilà ce que je suggère. On attend le matin, on se repose, on dort même un peu. Il est possible que la tempête se soit calmée d'ici là. »« Oui, le vent est déjà un peu tombé, dit Marie. C'est peut-être un vœu pieux, mais j'y crois. Même s'il souffle encore, on pourrait arriver au garage, n'est-ce pas, Audrey ?» demanda Steve. « Oh oui, j'en suis sûr, répondit-elle. C'est à quelle distance ? 3 kilomètres du bureau de la mine, ce qui fait probablement 2 d'ici, dit Audrey. Bien, dit Steve. En plein jour, on verra Ntragan. Si on essaye de partir de nuit, dans la tempête, on ne pourra pas compter là-dessus. Et on ne pourrait pas voir non plus les animaux, dit Cynthia. Effectivement, et je parle d'un trajet rapide avec l'arme au poing, dit Steve. Si la tempête se termine, on pourra gagner le garage dans mon camion. 3 devant dans la cabine, 4 à l'arrière. Si le temps est toujours aussi mauvais, en fait je l'espère, je crois que nous devrions y aller à pied. On attirerait moins l'attention de cette façon. Il ignorera peut-être même qu'on est parti. Oui, mais je crois que le jeune Escola et son ami n'aient fait le même calcul quand Collie les a écrasés, dit Billingsley. Non, il filait au nord dans Main Street, dit Johnny. Exactement ce qu'Entragan attendait. Nous, on prendra au sud, vers la mine, au moins au départ, et on quittera le coin par une voie secondaire. Oui, bonne idée, dit Steve. Et alors, bang, on sera parti. Steve s'approcha de David. L'enfant avait quitté son père et s'était assis au bord de la Seine, contemplant d'un air absent la vieille salle. Il s'accroupit près de lui. « Mais on reviendra ? Est-ce que tu m'entends, David ? On reviendra pour ta maman et pour tous ceux qui l'a laissé en vie. C'est une promesse que je te fais. »« Je ne sais pas quoi faire, dit David, sans quitter les vieux sièges des yeux. Je sais que j'ai besoin de demander à Dieu
de m'aider à faire le tri dans ma tête. Mais pour l'instant, je suis si furieux contre lui que je ne peux pas. Chaque fois que j'essaie de mettre de l'ordre dans mes idées, tout se bloque. Il a laissé le flic emmener ma mère. Pourquoi? Hein, Seigneur, pourquoi? Tu sais que tu as accompli un miracle il y a peu de temps, songea Steve, mais il ne le dit pas. Cela risquait seulement d'aggraver la confusion et la douleur de David. Au bout d'un moment, Steve se leva et regarda l'enfant, les mains dans les poches, les yeux inquiets. Le cougar s'engagea lentement dans la ruelle, tête basse, oreilles aplaties. Plus facilement qu'un humain, il évita les ordures et la pile de bois. Il voyait bien mieux dans l'obscurité. Il marqua pourtant un arrêt au bout de la ruelle. Un grondement sourd jaillit de sa gorge. Il n'aimait pas ça. L'un d'eux était fort, très fort. Il sentait la force de celui-là, même à travers le mur de briques du bâtiment. C'était comme une pulsation lumineuse. Il n'était pourtant pas question de désobéir. L'étranger, celui de la terre, était dans la tête du cougar, sa volonté ancrée dans son esprit comme un hameçon. Celui-là parlait la langue de l'informe, celle de l'époque où tous les animaux, sauf les hommes et l'étranger, n'étaient qu'un. Mais il n'aimait pas sentir cette force, ce rayonnement. Il grogna à nouveau, le son râpeux enflait et retombait, venant plus de ses naseaux que de sa gueule fermée. Il passa la tête au coin du bâtiment, cligna des yeux pour les protéger du vent qui agitait sa fourrure et emplissait son nez d'odeurs d'herbe, de ronces, d'alcool et de vieilles briques. Même de loin, il sentait l'amertume émanant du puits au sud de la ville, cette odeur qui imprégnait l'air depuis qu'ils avaient fait sauter une demi-douzaine de charges et rouvert le mauvais lieu, le lieu que les animaux connaissaient et que les hommes avaient essayé d'oublier. Le vent retomba, et le cougar avança lentement sur le sentier entre la clôture de bois et l'arrière du cinéma. Il s'arrêta pour renifler les caisses, s'attardant davantage sur celles qui avaient été renversées que sur celles qui étaient encore contre le mur. Le cougar sentit ses mains, une odeur différente, plus aiguë que celle des autres. Une odeur de peau, une odeur déshabillée en quelque sorte, imprégnée de sueur et d'huile, l'odeur d'un très jeune mâle. Il sentit aussi les armes. Dans d'autres circonstances, cette odeur l'aurait fait fuir, mais il n'avait pas le choix. Le cougar renifla le mur, puis regarda la fenêtre. Elle n'était pas verrouillée. Il la voyait, qui bougeait dans le vent. Pas beaucoup, parce qu'elle était en retrait, mais assez pour qu'il soit certain qu'elle était ouverte. Il pouvait rentrer, ce serait facile. Il pousserait la fenêtre, et elle céderait, comme parfois les choses des hommes. « Non, dit la voix informe, tu ne peux pas. » Une image lui traversa brièvement l'esprit, des choses brillantes. Des boissons d'hommes se fracassaient parfois en fragments brillants sur les rochers quand les hommes en avaient terminé avec elles. Il comprit, à la manière dont un novice peut vaguement comprendre un problème complexe de géométrie s'il est bien expliqué. Il comprit qu'il renverserait par terre un certain nombre de ces boissons d'hommes s'il tentait de sauter par la fenêtre. Il ne savait pas comment cela se ferait, mais la voix dans sa tête lui dit que ce serait le cas et que les autres les entendraient se briser. Le cougar passa comme une ombre sous la fenêtre ouverte, s'arrêta pour renifler la porte de secours qui avait été solidement condamnée et arriva à une seconde fenêtre. Celle-ci était à la même hauteur que l'autre, avec ses boissons d'hommes à l'intérieur, et faite du même verre blanc, mais elle n'était pas ouverte. « C'est pourtant celle-là que tu vas utiliser, » murmura la voix dans la tête du cougar. « Quand je te dirai qu'il est temps, c'est par celle-là que tu passeras. » Oui, mais il risquait de se couper au verre de la fenêtre, comme cela lui était déjà arrivé le jour où il avait marché sur des morceaux de boissons d'hommes dans les collines. Mais quand la voix dans sa tête lui dirait que le moment était venu, il sauterait par cette fenêtre. Une fois à l'intérieur, il continuerait à faire ce que lui ordonnerait la voix. Ce n'était pas ainsi que les choses étaient censées se passer, mais pour le moment, elles se passaient ainsi. Le cougar s'allongea sous la fenêtre fermée des toilettes des hommes, enroula sa queue autour de ses flancs et attendit la voix de la chose venue du puits, la voix de l'étranger, la voix de Tac. Quand elle lui parviendrait, il bougerait. En attendant, il allait rester allongé là, à écouter la voix du vent et à sentir l'amertume qu'il apportait, comme de mauvaises nouvelles d'un autre monde.